Londres 1845. Un Français se produit chaque soir au Cosmopolitan, un théâtre de Regent Street. Chaque représentation lui donne l'occasion de raconter les épisodes marquants de sa longue carrière. Les spectateurs subjugués en redemandent. Pourtant cet homme n'est pas vraiment un comédien. À l'origine, s'il a décidé de se rendre à Londres, c'est plutôt afin d'y donner des conférences. Également, il compte vendre aux industriels anglais des brevets relatifs à des inventions de sa conception, telles que le papier infalsifiable ou bien la serrure incrochetable. Un inventeur donc, mais pas forcément comme les autres, puisqu'il est précédé d'une réputation à la fois légendaire et sulfureuse. L'homme dont on parle n'est autre que le célèbre Vidocq. Tour à tour brigand, aventurier, bagnard, policier et pour finir écrivain, ce dernier continue d'enflammer l'imaginaire collectif. Un personnage fascinant qui a inauguré un genre littéraire, mais qui a aussi mis au point de nouvelles méthodes d'investigation policière. Cependant, de nombreux éléments de sa vie restent encore flous, et bien malin celui qui sera capable de différencier la légende de la réalité historique. Qui était donc ce repris de justice, devenu le plus célèbre policier de l'Empire et de la Restauration? Quels chemins le menèrent à cette forme de rédemption? D'ailleurs, était-il réellement un repenti? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Eugène François Vidocq, né le 23 juillet 1775 dans la ville d'Arras, située dans le département du Pas-de-Calais. Il est le troisième d'une fratrie de 7 enfants. Son père, un certain Nicolas-Joseph François Vidocq, est un boulanger prospère, ayant épousé une dénommée Henriette Françoise. Hasard ou coïncidence de l'histoire, il naît dans une maison toute proche de celle de Maximilien Robespierre, né lui 16 ans plus tôt. La famille Vidocq, vivant dans un quartier populaire d'Arras, le jeune Eugène doit apprendre très tôt à jouer des poings afin de se faire respecter des autres gamins de son âge. Heureusement pour lui, il est doté d'une stature élevée, ainsi que d'une robuste constitution. Et pour cause, à seulement 12 ans, il possède déjà une taille d'adulte. Une véritable force de la nature qui lui permet de devenir rapidement la terreur de son quartier. Non content d'être un habile combattant à main nue, très jeune il se forme également à l'escrime, si bien qu'à l'adolescence, il se révèle être un bretteur prodigieux. La vie criminelle de Vidocq débute très tôt et sa première cible n'est autre que la propre entreprise familiale. En effet, le jeune homme qui travaille à la boulangerie de son père et qui est en charge des livraisons de pain en ville n'hésite pas dès qu'il le peut à faire main basse sur l'argent de la caisse, et ce dans l'unique but de le dépenser à la taverne du coin. C'est justement dans ces lieux sordides qu'il fait la connaissance de tous les malfrats que compte la ville. Quand son père découvre ces nombreux larcins, il décide de verrouiller aussitôt la caisse. Mais Vidocq, qui dispose de plus d'un tour dans son sac, réussit à contourner l'interdit en se rendant chez un forgeron afin d'obtenir un double de la clé du coffre. Cependant, une nouvelle fois, son père se rend compte de la supercherie et découvre ainsi, abasourdi, que son fils lui a également dérobé des objets de grande valeur qu'il compte mettre en gage. Cela se traduit par une première arrestation et se solde par quelques jours d'emprisonnement afin de lui apprendre à devenir honnête. C'est bien mal le connaître puisqu'à 16 ans, il vole de nouveau les économies de ses parents, 2000 francs en tout et pour tout, et rejoint Ostende où il compte embarquer sur un bateau à destination de l'Amérique. Mais dans cette ville portuaire, comble de l'ironie, il va se faire à son tour complètement dépouiller par un inconnu. Ce dernier, lui ayant promis de l'aider, il le conduit dans une maison et y fait la connaissance de très belles femmes. Cependant, aussitôt après avoir accepté un verre d'alcool de l'une d'entre elles, il sombre dans une profonde léthargie. Sans doute drogué, il ne reprend ses esprits que le lendemain matin. Allongé sur les quais du port, à moitié nu, il réalise un peu tard qu'il n'a que quelques pièces de monnaie en poche. Pour survivre, il devient dès lors saltimbanque dans une troupe de cirque, puis colporteur avant de revenir piteusement à Arras. De retour dans sa maison familiale, il constate avec surprise
que son père lui a de nouveau pardonné. Sans difficulté, il reprend donc le travail auprès de ce dernier. Mais le métier de boulanger n'est décidément pas fait pour lui. Il faut dire que le jeune Vidocq se verrait davantage intégrer celui des armes. Raison pour laquelle, en 1791, il s'engage dans l'armée révolutionnaire. Dès lors, on le retrouve sur les champs de bataille de Valmy et de Jemmapes notamment. Batailles durant lesquelles d'ailleurs, il fait preuve d'une grande bravoure. Ce qui ne l'empêche nullement d'être renvoyé du 11e régiment de chasseurs à cheval le 28 mai 1793, après avoir participé à une bonne dizaine de duels, occasionnant la mort de 2 hommes. De nouveau libre comme l'air, mais également sans un sou, Vidocq refait comme à son habitude surface à Arras, où de nouveau il effectue de nombreux séjours en prison. Entre 2 incarcérations, il trouve tout de même le temps de se marier durant l'année 1794 avec une certaine Marie-Anne-Louise Chevalier. Enfin, plus exactement, c'est cette dernière qui le contraint au mariage. Quoi qu'il en soit, on retrouve le couple tenant une épicerie à Arras et menant une petite vie conjugale tranquille. Une tranquillité toute relative, puisque lorsqu'il apprend qu'elle lui a menti sur une prétendue grossesse, il la quitte sans ménagement, non sans lui avoir au préalable dérobé toutes ses économies. Dès lors, il va poursuivre une vie aventureuse de voleur et d'escroc entre Paris et le nord de la France. Ayant fait la connaissance d'une baronne âgée et veuve, celle-ci lui lègue une somme généreuse qui lui permet de vivre à Paris durant quelques mois. Mais une fois l'argent dilapidé, Vidocq se retrouve de nouveau sur le carreau. Après un énième passage par la casse-prison, il se découvre un nouveau talent, celui de faussaire. Un talent qui lui vaut, le 27 décembre 1796, d'être condamné par le tribunal criminel de Douai à 8 ans de travaux forcés pour faux en écriture publique et authentique. Des condamnations qui cependant ne l'empêcheront pas, à de nombreuses reprises, de s'évader des différents bagnes dans lesquels il purgeait sa peine. Et à chaque fois, en faisant preuve d'une certaine ingéniosité. Comme la fois où, se déguisant en matelot, il parvient à quitter le plus tranquillement du monde l'arsenal de Brest dans lequel il travaillait. Cependant, quelques jours plus tard, il est de nouveau appréhendé, faute de papier. Une chance pour lui, la police ne le reconnaît pas comme un condamné évadé, puisqu'il prétend se nommer Auguste Duval. Pendant que les autorités vérifient cette affirmation, il est placé en attendant dans un hôpital de la prison. C'est là qu'il vole l'habit d'une religieuse et s'échappe accoutré de la sorte. Ses multiples évasions, pour le moins rocambolesques, lui permettent ainsi dès l'année 1800, à seulement 25 ans, de se forger rapidement, auprès des gens du milieu, un respect et une notoriété sans égale. Juste après une énième évasion, cette fois-ci du bagne de Toulon, il décide de retourner une nouvelle fois chez lui, à Arras. À son arrivée, il apprend avec tristesse la mort de son père l'année précédente. Il souhaiterait bien rester avec sa mère, mais démasqué, il doit fuir de nouveau et vivre désormais sous de fausses identités. À Rouen, il prend ainsi l'identité d'un commerçant nommé Blondel. Durant cette période, il semble désireux de démarrer une nouvelle vie. Malheureusement pour lui, à chaque fois, son passé le rattrape immanquablement. À tel point qu'en 1809, il est arrêté et placé de nouveau en cellule, cette fois-ci à la prison de Bicêtre. On s'attend alors à ce qu'il tente une fois de plus une évasion spectaculaire dont il a le secret, escaladant les murs de l'établissement, utilisant un déguisement ou bien tentant de soudoyer les gardes. Eh bien non, une lassitude semble s'être emparée de lui. Sans doute est-il fatigué de fuir constamment, fatigué de courir après une liberté bien éphémère. C'est là que Vidocq a une idée pour le moins originale. Proposer ses services d'indicateur à la préfecture de police. Tout d'abord en tant que mouchard dans les prisons de Bicêtre et de la Force. C'est justement dans cet hôtel particulier parisien, transformé en maison de détention, qu'il fait la connaissance d'un dénommé France, appelé également Tormel, un criminel faisant partie d'un gang de voleurs parmi les plus actifs de la capitale. Un criminel certes emprisonné, mais dont les preuves de sa culpabilité sont bien minces. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les objets dérobés par ce dernier n'ont toujours pas été découverts. Or Vidocq parvient à gagner suffisamment sa confiance pour qu'il accepte de lui révéler la résidence de sa maîtresse, un lieu tenu secret où justement est entreposé ce précieux butin. En suivant les indications de Vidocq, la police réussit à retrouver suffisamment de marchandises volées afin non seulement d'inculper lourdement Tormel, mais également de démanteler le reste de ses complices encore à l'extérieur.
Un coup de filet spectaculaire qui fait prendre conscience au préfet de police, un certain Étienne Denis Pasquier, que Vidocq serait sans doute plus utile à l'air libre. C'est pourquoi il décide de le placer officiellement à la tête de la brigade de sûreté. Un service de police composé d'anciens condamnés dont le rôle est de s'infiltrer dans le milieu. D'abord au nombre de 5, la brigade va s'étoffer peu à peu, puisqu'elle se compose de 8 membres en 1814, puis 14 en octobre 1816, et jusqu'à 29 en 1821. Cependant, cette promotion faite à Vidocq est loin d'être officielle. En effet, pour l'heure, l'ancien repris de justice n'a pas encore été gracié. Il ne le sera qu'en 1818, soit 7 ans plus tard, date à laquelle Louis XVIII lui accorde sa grâce par lettre patente, lui permettant de recouvrer ses droits civils. Quoi qu'il en soit, pour la première fois depuis bien longtemps, Vidocq peut enfin marcher dans les rues en étant lui-même, sans avoir à craindre d'être reconnu ou arrêté. Cette soudaine stabilité lui permet en novembre 1820 de se remarier cette fois-ci avec une certaine Jeanne-Victoire Guérin qui vient s'installer dans la maison du 111 rue de l'Hirondelle où vit également la mère de Vidocq. Malheureusement, cette vie tranquille de bourgeois ne va pas durer, et pour cause à peine 4 ans plus tard, les 2 femmes décéderont à 6 semaines d'intervalle. En attendant, avec sa brigade de sûreté, l'ancien bagnard ne chôme pas. En effet, fort de son nouveau statut de policier, lui et ses hommes vont revendiquer, entre 1811 et 1827, jusqu'à 3 fois plus de captures que les policiers classiques, faisant naître chez ces derniers une certaine rancune, au point qu'ils tenteront par tous les moyens de déstabiliser Vidocq. Pour cela, tous les coups sont permis, et on l'accuse ainsi d'avoir organisé des coups dans l'unique but d'arrêter par la suite ceux qui y ont participé, et prouver de cette façon son efficacité dans la lutte contre le crime. Également, on le soupçonne d'avoir simulé des attentats contre le roi Louis-Philippe Ier, et ce, dans l'unique but de manipuler l'opinion publique. En conséquence, le 15 novembre 1832, lassé par ces accusations sans fondement, Vidocq offre sa démission au préfet de police. L'homme a pourtant révolutionné le fonctionnement de la police traditionnelle, notamment en parvenant à persuader ses supérieurs de laisser de côté les uniformes afin de permettre aux policiers en civil, voire grimés, de mieux se fondre dans la masse. De nos jours, on constate que nombre de ces approches étaient nouvelles et uniques pour l'époque. Outre l'introduction du travail d'infiltration, on lui attribue celui de la balistique, de la criminologie et d'un système de tenue de dossier dans les enquêtes criminelles. On lui doit également d'avoir réalisé les premières impressions au plâtre des empreintes de chaussures et créé de l'encre indélébile, ainsi que du papier infalsifiable avec son imprimerie. Enfin, de nos jours, sa forme d'anthropométrie est encore partiellement utilisée par la police française. Une carrière à succès donc, qui va lui permettre de revendiquer, quelques années plus tard, plus de 16 000 arrestations à son tableau de chasse. Quoi qu'il en soit, Vidocq quitte définitivement la police et part s'installer à Saint-Mandé, près de Paris. Là-bas, il crée une petite usine de papier et tente de promouvoir son fameux papier infalsifiable, une invention qui aurait pu le rendre extrêmement riche. Cependant, le monde des affaires ne semble pas lui réussir autant que celui de la pègre, au point qu'il se retrouve très rapidement ruiné, son affaire d'usine de papier ayant connu un échec cuisant. Pourtant, l'ancien bagnard a encore de la ressource, puisqu'il décide de publier ses mémoires, qui, elles par contre, vont connaître un grand succès, inspirant notamment à Honoré de Balzac son personnage de Vautrin. Il faut dire que le célèbre romancier le connaît fort bien, allant même jusqu'à le surnommer le Napoléon de la police. Régulièrement, on le voit partager avec lui des dîners où sont conviés d'autres grands écrivains tels que Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Cependant, les ventes de son livre ne suffisent pas à combler ses dettes. C'est pourquoi Vidocq décide, durant l'année 1833, de fonder le Bureau des renseignements universels pour le commerce et l'industrie. Moyennant finance, il propose ainsi à ses clients, en l'occurrence des commerçants, d'accéder à une base de données contenant des profils, ainsi que des informations précises sur les escrocs et les fraudeurs dont il faut se méfier. Une base de données qu'il a savamment élaborée lui-même tout au long de sa carrière de policier. Son agence connaît rapidement un franc succès et bientôt il ne se contente plus d'aider les commerçants, mais également des particuliers, notamment dans des affaires financières ou adultérines.
Certes, les bureaux d'information commerciale existaient déjà, mais en raison des services d'enquête supplémentaires que propose Vidocq, son entreprise peut véritablement être considérée comme la première agence de détectives connue. Pour l'aider dans ses enquêtes, il recrute et embauche des anciens détenus ainsi que d'anciens membres de la sûreté, utilisant parfois des moyens illégaux. Raison pour laquelle, à partir de 1837, Vidocq va à de nombreuses reprises se confronter avec la police officielle en raison de ses activités et de ses relations douteuses avec différents organismes gouvernementaux, à l'image du département de la guerre. De nombreuses querelles qui l'amènent à se faire de nombreux ennemis, certains d'entre eux étant même très puissants. En conséquence, le 17 août 1842, au nom du préfet de police Gabriel de Lesser, 75 policiers prennent d'assaut son immeuble de bureau et il est arrêté ainsi que l'un de ses agents. Vidocq se voit donc accusé de détournement de fonds, mais également d'avoir procédé à une arrestation illégale. Pendant les mois qui suivent, Vidocq, alors âgé de 67 ans, est ainsi placé en détention provisoire à la conciergerie. Le 3 mai 1843, les premières auditions ont enfin lieu devant le juge Michel Barbou, ami étrangement proche du préfet de police de Lesser. Au cours du procès, Vidocq doit témoigner sur de nombreux autres cas, parmi lesquels les enlèvements de plusieurs femmes qu'il aurait livrées dans des monastères contre leur gré à la demande de leur famille. De plus, ses activités de prêteur et les avantages possibles sont examinés à la loupe. Au final, il est condamné à 5 ans de prison et à une amende de 3000 francs. Vidocq fait immédiatement appel et grâce à l'intervention d'amis politiques, comme le comte Gabriel de Berny, ainsi que le procureur général Franck Carré, il obtient rapidement un nouveau procès, cette fois avec le juge en chef de la cour royale. L'audience du 22 juillet 1843 ne dure que quelques minutes, et après 11 mois à la conciergerie, Vidocq est de nouveau libre. Cependant, le mal est fait. Le procès a en effet coûté très cher, et sa réputation s'en est retrouvée entachée. Plus grave, les affaires de l'agence en ont également souffert. Vidocq envisage dès lors de quitter la France. Raison pour laquelle, durant l'année 1845, il se rend à Londres. Là-bas, il tente d'installer une succursale, mais également de vendre nombre de ses brevets aux industriels qu'il rencontre. De nombreuses inventions, telles que son fameux papier infalsifiable, mais également une porte de sécurité ou bien une serrure incrochetable. Pourtant, l'année suivante, il décide de retourner précipitamment à Paris. Une raison à cela, l'annonce dans les journaux de son décès outre-Manche. Arrivé en France, il convoque bon nombre de journalistes afin de prouver non seulement qu'il est bien vivant, mais également en excellente santé. Une santé qui pourtant se dégrade progressivement au cours des dernières années de sa vie. En effet, il souffre, entre autres, de grandes douleurs au niveau de son bras droit, des suites d'une fracture non consolidée. La perte de sa troisième épouse, durant l'année 1847, une cousine dénommée Fleury d'Albertine Magnier, qu'il a épousée en 1830, n'arrange rien à l'affaire. Veuf pour la seconde fois, désormais il se consolera dans les bras de jeune maîtresse à qui il fait miroiter un riche héritage qu'il a pourtant dilapidé depuis bien longtemps. En 1849, Vidocq séjourne une dernière fois en prison suite à une accusation de fraude. En fin de compte, l'affaire sera vite abandonnée. De plus en plus, il se retire de la vie publique et n'accepte que de petits cas de temps en temps. À cela s'ajoutent des investissements imprudents qui lui coûtent une grande partie de ses actifs. Conséquence, il est obligé de réduire son niveau de vie, vivant dans des logements loués. En août 1854, malgré un pronostic pessimiste de son médecin, il survit à un épisode de choléra. Ce n'est qu'en avril 1857 que son état se détériore au point qu'il ne peut plus se tenir debout. Le 11 mai 1857, Vidocq meurt à l'âge de 81 ans, à son domicile parisien, en présence de son médecin, de son avocat et d'un prêtre. Ainsi périt le Napoléon de la police. Toutes ses ruses et ses déguisements n'auront pas réussi à tromper la mort. Jusqu'au bout, Vidocq conservera cette aura de mystère qu'il a su savamment entretenir tout au long de sa carrière. Au point que de nos jours, on ne sait toujours pas vraiment où repose son corps, bien qu'il y ait des rumeurs quant à l'emplacement de sa sépulture. Une dernière énigme qui signe l'ultime pied de nez d'un personnage qui n'aura eu de cesse d'osciller au fil du temps entre flics et voyous. Et ce pour le plus grand plaisir de ses contemporains, notamment les écrivains majeurs du XIXe siècle. À l'instar d'un Victor Hugo,
dont les Jean Valjean et l'inspecteur de police Javert s'inspirent de Vidocq, tout comme le policier Monsieur Jacal dans Les Mohicans de Paris d'Alexandre Dumas. Il a également servi de base à Rodolphe de Gerolstein dans le roman en série Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, ainsi qu'à Monsieur Lecoq d'Émile Gaboriau, l'un des premiers chercheurs scientifiques et méthodiques, lui-même ayant été une influence majeure pour la création du Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. On pense également qu'Edgar Allan Poe a été incité par une histoire sur Vidocq à créer le premier détective de fiction, le fameux chevalier Auguste Dupin, qui apparaît entre autres dans la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue, ouvrage considéré comme le premier roman policier. Mais Vidocq n'a pas inspiré que des auteurs, il a également fait des émules parmi les polices du monde entier, notamment aux États-Unis, où August Vollmer, premier chef de la police de Berkeley, en Californie, a étudié les travaux de Vidocq afin d'élaborer ses réformes policières. À l'époque, ces idées réformatrices ont été adoptées par l'Association internationale des chefs de police, l'IACP, et par conséquent ont également affecté le FBI, le fameux service national de renseignement et de sécurité américain créé en 1908 par un certain Charles Bonaparte, le propre petit-neveu de Napoléon. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous, sans oublier de sélectionner la petite cloche. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip. Merci par avance et à bientôt sur Hérodoc, la chaîne Histoire.